Seigneur! Gardiner s'assit lourdement sur une motte de terre fraîche. Il sentait que s'il ne s'asseyait pas, il allait tomber, comme lorsqu'on reçoit un coup de poing dans l'estomac. Non, c'était plus étrange et plus violent que ça, plutôt comme si on lui avait mis dans la bouche le tuyau d'un aspirateur industriel pour pomper en une seconde tout l'air de ses poumons. Seigneur! Répéta-t-il d'une petite voix haletante. Il semblait qu'il ne fût pas capable de dire autre chose. Eh ben, c'est pas rien, dis donc! Ils étaient à mi-pente, non loin de l'endroit où Bobby avait trouvé la marmotte. Avant, la pente était assez boisée. Maintenant, un sentier avait été dégagé pour permettre le passage d'un étrange véhicule que Gardiner reconnut presque, et qui se trouvait au bord des fouilles de Bobby. Il semblait tout petit à cause de la taille du trou, comme de celle de la chose en cours d'exhumation. La tranchée mesurait maintenant 70 mètres de long sur 7 de large à chaque bout, mais elle s'élargissait à une dizaine de mètres ou plus sur une quinzaine de mètres au milieu, ce qui lui donnait une silhouette de femme fessue vue de profil. Le rebord gris du vaisseau, sa courbure s'affirmant maintenant triomphalement, émergeait comme le bord d'une soucoupe, métallique et gigantesque. Seigneur! Murmura de nouveau Gardiner. Mais regarde un peu ça! Oui, c'est ce que j'ai fait, dit Bobby, un petit sourire distant sur les lèvres. Ça fait plus d'une semaine que je regarde. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Elle va résoudre bien des problèmes, garde. Un homme est arrivé sur son cheval, il chevauchait, chevauchait. Ce fut une trouée dans le brouillard. Gardiner regarda Bobby, qui aurait pu tout aussi bien dériver dans les espaces sombres dont venait cette chose incroyable. La vue de son visage glaça Gardiner d'effroi. Les yeux de Bobby n'étaient pas seulement perdus dans le lointain, ils n'étaient plus que des fenêtres vides. Mais qu'est-ce que tu veux dire demanda-t-il. Quoi demanda Bobby, comme s'il l'attirait d'un profond sommeil. De qui parles-tu? Qui est cet homme? Bah toi, garde, ou moi. Enfin, je crois que je veux surtout dire toi. Mais viens, descendons voir ça de plus près. Bobby s'engagea rapidement sur la pente, avec la grâce que donne l'habitude. Elle parcourut près de 15 mètres avant de s'apercevoir que Gardiner ne la suivait pas. Elle se retourna. Il s'était levé de sa motte de terre, mais c'était tout. Bah, ça ne te mordra pas, dit-elle. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça va me faire, Bobby? Mais rien, ils sont morts, garde. Tes Tommy Knockers, c'était bien réel, mais ils étaient mortels. Et ce vaisseau est ici depuis au moins 50 millions d'années. Le glacier s'est fendu autour de lui. Il l'a découvert, mais il n'a pas pu l'entraîner. Toutes ces tonnes de glace n'ont pas réussi à le faire bouger. Alors le glacier s'est fendu autour. Tu peux regarder dans la tranchée et voir ce que ça fait. C'est comme une vague gelée. Ça rendrait fou le docteur Burns à l'université. Mais ils sont bien morts, garde. Et tu es entré dedans demanda Gardiner sans bouger. Non, la porte, je crois, je sens qu'il y en a une. Elle est encore enterrée. Mais cela ne change rien au fait que je sais, ils sont morts, garde, et bien morts. Oui, ils sont morts et tu n'es pas entré dans le vaisseau. Mais tu inventes des trucs, comme Thomas Edison, en plein délire créatif, et tu peux lire les pensées des autres. Alors, je répète ma question. Qu'est-ce que ça va me faire, à moi? Alors, elle proféra le plus gros de tous les mensonges. Elle l'énonça calmement, sans aucun regret. Elle dit rien que tu ne veuilles pas. Et elle reprit sa descente, sans se retourner, pour voir s'il la suivait. Gardiner hésita, il sentit les pulsations douloureuses dans sa tête, mais il la suivit. Le véhicule que Gardiner avait vu au bord de la tranchée n'était rien d'autre que la vieille voiture de Bobby, qui avait été autrefois un Break Country Squire. Bobby l'avait conduit depuis New York pour venir à l'université, c'était 13 ans plus tôt, et à l'époque déjà, le break n'était pas neuf. Elle l'avait utilisé sur route jusqu'en 1984, mais même Elt Barker, à la station Shell, le seul garage de Haven, refusa cette année-là d'y apposer l'autocollant du contrôle de sécurité. Alors, en un week-end de travail frénétique, ils étaient ivres la plupart du temps, et Gardiner pensait encore qu'il avait fallu un miracle pour qu'ils n'aient pas pris feu tous les deux en utilisant le chalumeau du vieux Frank Garrick. Ils avaient découpé le toit de la voiture, depuis le dossier des sièges avant jusqu'au haillon, transformant le véhicule en camionnette à ridelles. Vise un peu ça, sacré vieux garde, s'était solennellement exclamé Bobby en regardant les restes de sa voiture. V'là-t-il pas qu'on s'est construit un vrai bombardier lourd? Puis elle s'était penchée en avant et avait vomi. Gardiner l'avait prise dans ses bras et l'avait portée sur le porche, Peter tournant anxieusement autour de ses jambes. À peine l'avait-il posée qu'elle s'évanouissait, et lui aussi. Le véhicule ainsi tronqué était un vieux routier de Détroit bien costaud, mais finalement il avait quand même fallu le mettre sur cale. Bobby l'avait gardé au fond du jardin, hissé sur des blocs de béton, car elle prétendait que personne ne l'achèterait, même pour les pièces détachées.
Gardener s'était dit qu'elle faisait du sentiment. Et maintenant, le break était ressuscité. Même s'il ne se ressemblait guère, c'était bien lui, avec sa peinture bleue délavée et sur les côtés des restes de faux bois, garniture caractéristique des country squires. La porte du chauffeur et presque tout l'avant avaient disparu. Le capot avait été remplacé par de curieux équipements destinés à creuser et à transporter la terre. Pour les sens un peu troublés de Gardiner, le break ressemblait maintenant à un bulldozer d'enfant bricolé. Une espèce de tournevis géant sortait de ce qui avait été la grille du radiateur, et le moteur semblait avoir été emprunté à un vieux Caterpillar D9. Mais Bobby, d'où sors-tu cet engin? Comment l'as-tu transporté d'où il était pour le mettre là, Seigneur? Et pourtant, tout cela, si remarquable que ce fût, ne pouvait retenir son attention que quelques instants. Il foula la terre retournée pour rejoindre Bobby qui l'attendait, les mains dans les poches, regardant la plaie ouverte dans la terre. « Qu'est-ce que tu en penses, garde » demanda-t-elle. Il ne savait pas ce qu'il en pensait, et de toute façon, il restait sans voix. La tranchée s'enfonçait à une profondeur stupéfiante. 10 à 12 mètres au moins, se dit-il. Si l'angle d'incidence des rayons solaires n'avait pas été exactement celui-ci, il n'aurait pu distinguer le fond. Il y avait un espace d'environ 1 mètre entre la paroi de l'excavation et la coque lisse du vaisseau. Cette coque était parfaitement uniforme. Elle ne portait ni chiffres, ni symboles, ni dessins, ni hiéroglyphes. Au fond de la tranchée, la chose disparaissait dans la terre. Gardiner hocha la tête, ouvrit la bouche, découvrit qu'il ne pouvait toujours pas énoncer un mot et la referma. Le morceau de la coque sur lequel Bobby avait trébuché le premier jour et qu'elle avait ensuite essayé de déterrer, pensant que ce pouvait être une boîte de conserve abandonnée après un week-end de bûcheron, se trouvait maintenant juste devant le nez de Gardiner. Il aurait facilement pu tendre la main par-delà le fossé d'1 mètre de large et le toucher, comme Bobby l'avait fait 2 semaines plus tôt. À cette différence près que lorsque Bobby avait saisi le rebord du vaisseau enterré, elle était à genoux. Gardiner, lui, était debout. Il avait vaguement remarqué ce qu'avait subi la pente qu'ils avaient empruntée pour venir. Terrain bouleversé et boueux, arbres abattus et écartés sur le côté, souches arrachées comme des dents carriées. Mais il n'avait pas approfondi cette observation ponctuelle. Il y aurait regardé de plus près si Bobby lui avait signalé quelle portion de la pente elle avait dégagée. Et comme la colline rendait plus difficile l'extraction de la chose, Bobby avait tout simplement éliminé la moitié du flanc de la colline pour faciliter le travail. Une soucoupe volante, pensa vaguement Gardiner. Puis, j'ai vraiment sauté. Je suis en train de mourir et c'est mon imagination qui travaille. D'une seconde à l'autre, je vais revenir à moi, essayer de respirer et boire une tasse d'eau salée. D'une seconde à l'autre, n'importe quand. Mais rien de tel n'arriva, ni n'arriverait, parce que tout était réel. C'était une soucoupe volante. Et c'était là le pire, en quelque sorte. Pas un vaisseau spatial, ou un engin étranger, ou un véhicule extraterrestre. C'était une soucoupe volante. La théorie des soucoupes volantes avait été complètement discréditée par l'armée de l'air, par les plus grands savants, par les psychologues. Aucun écrivain de science-fiction qui se respectait n'oserait plus en parler dans ses histoires, et s'il le faisait, aucun éditeur de science-fiction qui se respectait ne toucherait le manuscrit, même au bout d'un bâton de 3 mètres. Les soucoupes volantes étaient passées de mode, à peu près en même temps qu'Edgar Rice Burroughs et Otis Albert Klein. C'était un vieux truc usé. Les soucoupes volantes, c'était plus que du passé. L'idée même d'une soucoupe tournait à la plaisanterie, et seuls y croyaient encore les tordus, les illuminés, et bien sûr les journaux à sensation, où le budget hebdomadaire consacré aux nouvelles doit forcément prévoir une histoire de soucoupe volante. Du style, une petite fille de 6 ans enceinte après la rencontre d'êtres étranges descendus d'une soucoupe volante, révélation de la mère en larmes. Ces histoires, pour quelques curieuses raisons, semblaient toujours venir du Brésil ou du New Hampshire. Et pourtant, une de ces choses était là. Elle avait été là, tout le temps, les siècles passant sur elle comme des minutes. Une phrase de la Genèse lui vint soudain à l'esprit, le faisant frissonner comme si un vent glacial s'était soudain levé. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il se tourna vers Bobby, les yeux presque suppliants, ne pouvant émettre qu'un murmure. « Est-ce bien réel » demanda-t-il. « Ah oui, c'est réel. Touche-le » dit-elle en le frappant du poing. Cela produisit à nouveau un son mat, comme si l'on frappait du poing à un bloc d'acajou. Gardiner tendit la main, puis la rétracta. Un nuage d'ennui passa comme une ombre sur le visage de Bobby. « Mais je t'ai déjà dit que ça ne mordrait pas, garde !»« Ça ne me fera rien que je ne veuille pas, dit-il. »« Non, absolument rien, répondit-elle. Gardiner se fit la réflexion, pour autant qu'il était capable de réfléchir dans son état de confusion tumultueuse, qu'il avait cru la même chose de l'alcool.
À y repenser, il avait entendu des gens, surtout parmi ses étudiants à l'université au début des années 70, prétendre la même chose de diverses drogues. Beaucoup avaient fini dans des cliniques ou dans des séances de thérapie de groupe avec de sérieux problèmes d'accoutumance. Dis-moi, Bobby, est-ce que tu voulais travailler jusqu'à tomber d'épuisement? Est-ce que tu voulais maigrir au point de ressembler à une anorexique? Je crois que tout ce que j'ai vraiment envie de savoir, c'est ça. Est-ce que tu voulais, ou est-ce qu'on voulait pour toi? Pourquoi as-tu menti au sujet de Peter? Pourquoi est-ce que je n'entends aucun oiseau dans ce bois? Mais vas-y, dit Roberta avec patience. Il faut que nous parlions et que nous prenions des décisions difficiles, et je ne veux pas que tu arrêtes tout à mi-chemin en disant que ce n'était qu'une hallucination sortie d'une bouteille d'alcool. Oh, c'est vraiment dégueulasse de dire ça, dit Garde. Oui, comme la plupart des choses que les gens ont vraiment à dire, répondit-elle. Tu as déjà fait des crises de délirium très minces autrefois. Tu le sais, et moi aussi. Ouais, pensa-t-il, mais la vieille Bobby n'en aurait jamais parlé, ou du moins pas de cette façon. Si tu le touches, tu le croiras, et c'est tout, dit-elle. On dirait que c'est important pour toi, dit Gardiner. Bobby dansait nerveusement d'un pied sur l'autre. Bon, d'accord, d'accord, Bobby. Il tendit la main et saisit le bord du vaisseau, comme Bobby le premier jour. Il avait conscience, trop clairement conscience, qu'une expression d'impatience s'étalait sans phare sur le visage de Bobby. Elle ressemblait à quelqu'un qui attend qu'un pétard éclate. Plusieurs choses se produisirent presque simultanément. D'abord, une sensation de vibration transmise à sa main, le genre de vibration que l'on ressent quand on pose la main sur un pylône de ligne à haute tension. Pendant un instant, sa chair fut comme engourdie, comme si la vibration la secouait à une vitesse incroyable. Puis cette sensation disparut. Tandis qu'elle se dissipait, la tête de Gardiner s'emplit de musique, mais une musique si sonore qu'elle ressemblait plutôt à un cri. Comparé à elle, ce qu'il avait entendu la veille au soir n'était qu'un murmure. C'était comme s'il s'était trouvé enfermé dans un haut-parleur diffusant de la musique à plein volume. Il ouvrait la bouche pour crier quand le son fut coupé d'un seul coup. Gardiner connaissait cette chanson, elle datait de ses années de lycée, et plus tard, tout en consultant sa montre, il chantait les quelques phrases qu'il avait entendues. Il avait eu l'impression que cette agression sonore ne durait qu'une ou 2 secondes, mais en fait, l'éclat de musique à lui rompre les tympans avait duré environ 12 secondes, et puis son nez s'était mis à saigner. Non, pas lui rompre les tympans, à lui rompre la tête. Rien n'était rentré par ses oreilles. La musique était rentrée par cette foutue plaque de métal qu'il avait dans le crâne. Il vit Bobby reculer en titubant, les bras loin du corps, comme pour écarter un danger, son visage n'exprimant plus l'impatience, mais la surprise, puis la peur, la stupéfaction, la douleur. Enfin, les maux de tête de garde avaient disparu, complètement et totalement disparu. Mais son nez ne se contentait pas de saigner, il pissait le sang. Tiens, prends ça. Bon Dieu, garde. Est-ce que ça va? Ça va, dit Gardiner, à travers le mouchoir. Il le plia en deux et l'appliqua sur son nez, pressant fermement les narines. Il renversa la tête en arrière et le goût de vase du sang lui emplit la gorge. J'ai déjà connu pire que ça, dit-il. C'était vrai, mais pas pour longtemps. Ils avaient reculé de 10 pas et s'étaient assis sur un tronc d'arbre. Bobby le regardait anxieusement. Bon Dieu, garde, je ne savais pas qu'une chose pareille allait arriver. Tu me crois, n'est-ce pas? Oh oui, répondit-il. Il ne savait pas exactement à quoi Bobby s'attendait, mais pas à ça. Est-ce que tu as entendu la musique? Demanda-t-il. Oh, je ne l'ai pas vraiment entendue, répondit Roberta. Elle m'a été retransmise par ta tête, et ça a failli me faire éclater. Ah oui, vraiment? Oh oui, répondit Roberta en tremblant un peu. Quand beaucoup de gens m'entourent, j'éteins le son qu'ils produisent. Ah bon, tu peux faire ça? Demanda-t-il. Il retira le mouchoir de son nez. Le tissu était imbibé au point que Gardiner aurait pu le tordre entre ses doigts pour en extirper un filet sanglant. Mais l'hémorragie se calmait, Dieu merci. Il jeta le mouchoir et déchira un pan de sa chemise. Oui, répondit Bobby. Enfin, pas vraiment. Je ne peux pas éteindre complètement leurs pensées, mais je peux en baisser le son, si bien que c'est comme un lointain murmure au fond de mon esprit. C'est incroyable, dit Gardiner. Non, c'est nécessaire, dit-elle d'un air sombre. Si je ne le pouvais pas, je crois que je ne quitterais plus jamais cette bon Dieu de maison. Je suis allé à Augusta samedi, et j'ai ouvert mon esprit pour voir ce que ça donnerait. Et alors? Eh ben, un véritable ouragan dans la tête. Et ce qui m'a fait peur, c'est de constater à quel point il était difficile de refermer la porte. Mais cette porte, cette barrière ou je ne sais quoi, comment est-ce que tu la fermes justement? Demanda Gardiner.
Je ne peux pas l'expliquer, répondit Bobby en hochant la tête. Pas plus qu'un type qui sait bouger les oreilles et ne peut expliquer comment il s'y prend. Elle s'éclaircit la voix en tout sautant et regarda un moment ses chaussures. Des chaussures de travail pleines de boue, remarqua Gardiner. Il semblait bien qu'elle n'avait guère quitté les pieds de Bobby depuis 2 semaines. Bobby sourit légèrement. C'était un sourire embarrassé et chargé en même temps d'un humour douloureux. À ce moment, de nouveau, elle ressembla totalement à l'ancienne Bobby, celle qui était restée son amie alors que plus personne ne voulait l'être. C'était la bonne vieille Bobby. Gardiner avait remarqué cette expression la toute première fois qu'il l'avait rencontrée, alors que Bobby n'était qu'une étudiante de première année et Gardiner un assistant de première année s'acharnant sans espoir sur une thèse de doctorat dont il savait probablement déjà qu'il ne la terminerait jamais. Un matin de gueule de bois et d'amertume, Gardiner avait demandé à sa classe de bisut ce qu'était le datif. Personne n'avait répondu. Il était sur le point de prendre un grand plaisir à tirer dans le tas quand Anderson Roberta, 5e rang, siège 3, avait levé la main et contré le tir. Sa réponse était embrouillée, mais juste. Il ne fut pas étonné d'apprendre qu'elle était la seule à avoir étudié le latin au lycée. Ce même sourire de la bonne vieille Bobby flottait maintenant sur son visage, et Garde sentit une vague d'affection l'envahir. Merde, Bobby avait traversé une période affreuse, mais c'était toujours Bobby, cela ne faisait aucun doute. Je laisse les barrières en place la plupart du temps, disait-elle. Sinon, j'ai l'impression de regarder par un trou de serrure. Tu te souviens, je t'ai parlé du facteur, Paulson, qui a une aventure. Gardiner acquiesça. Ce ne sont pas des choses que je veux savoir, reprit-elle. Si un pauvre plouc est kleptomane ou un autre secrètement alcoolique. Mais comment va ton nez? Il ne saigne plus, dit-il, en jetant le bout de chemise près du mouchoir de Bobby. Alors, tu disais que tu gardes les barrières fermées. Oui, je ne sais pas pour quelle raison, morale, éthique, ou simplement pour éviter de devenir cinglé à cause du bruit. Avec toi, je les ouvre parce que tu ne m'envahis pas, même quand j'essaie. Et j'ai essayé quelquefois. Je comprends que ça puisse te mettre en rogne, mais ce n'était que de la curiosité, parce que personne d'autre n'est... comme ça. Personne? Non. Il doit y avoir une raison. C'est un peu comme si tu avais un groupe sanguin extrêmement rare, je pense. C'est peut-être même ça. Oh non, je suis du groupe O. Es-tu prêt à rentrer, garde dit-elle en riant. C'est la plaque dans ma tête, Bobby. Il faillit le dire, et puis, pour quelque raison, il décida de n'en rien faire. La plaque dans ma tête t'empêche d'entrer. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Oui, ça va, dit-il en se levant, en même temps qu'elle. J'ai bien envie d'un verre, d'une tasse de café. Ah, c'est comme si tu l'avais. Allez, viens, dit-elle. Alors qu'une partie d'elle-même réagissait à Garde avec la chaleur et les sincères sentiments amicaux qu'elle avait toujours éprouvés pour lui, même au pire moment, une autre partie, une partie qui, au sens strict, n'était plus du tout Bobby Anderson, était restée à l'observer froidement et sans complaisance. Affirmée, interrogée, et la première question était de savoir si elle voulait vraiment que Gardiner soit ici. Elle, ou il, avait tout d'abord pensé que tous ses problèmes seraient résolus, que Garde se joindrait à elle pour les fouilles, et qu'elle n'aurait plus à exécuter cette première partie toute seule. Garde avait raison sur un point, le fait d'avoir essayé de tout faire par elle-même avait failli la tuer, mais le changement qu'elle avait espéré n'était pas intervenu en lui. Il n'y avait eu que cet inquiétant segment de nez. Il ne le touchera plus, si ça le fait saigner du nez comme ça, il ne le touchera pas, et il n'entrera certainement pas dedans. On n'en arrivera peut-être pas là. Après tout, Peter ne l'a jamais touché. Peter ne voulait même pas s'approcher, mais son œil et son rajeunissement. Oh, c'est pas pareil. Garde est un homme, pas un vieux beagle. Et franchement, Bobby, à part ce segment de nez et cet éclat de musique, il n'y a eu absolument aucun changement. Aucun changement immédiat. Et à cause de la plaque de métal dans son crâne? Oui, peut-être. Mais pourquoi un truc comme ça devrait-il changer quoi que ce soit? La partie froide de Bobby l'ignorait. Elle ne pouvait qu'envisager cette possibilité. Le vaisseau lui-même diffusait elle ne savait quelle force énorme et presque vivante. Quels que soient les êtres qui étaient venus à l'intérieur, ils étaient morts. Elle était sûre qu'elle n'avait pas menti sur ce point. Mais le vaisseau lui-même était presque vivant, diffusant cette énergie titanesque à travers sa peau de métal. Et elle le savait, le rayon de diffusion s'élargissait un peu plus avec chaque centimètre de la surface qu'elle libérait de sa gangue de terre. Cette énergie s'était communiquée à Garde. Mais alors elle avait quoi? Elle avait été comme convertie. D'abord convertie, puis elle avait explosé avec cette émission de radio,
Brièvement, mais avec une puissance féroce. Alors, qu'est-ce que je fais? Elle ne le savait pas, mais elle savait que ça n'avait pas d'importance. Ils allaient le lui dire. Quand le moment viendrait, ils le lui diraient. En attendant, Garde continuerait à observer, mais si seulement elle pouvait lire en lui. Ce serait tellement plus simple si elle pouvait lire en lui, bon Dieu. Une voix répondit froidement. Saoule-le. Alors tu pourras lire en lui, tu pourras lire en lui comme dans un livre. Ils étaient sortis avec le Tomcat, qui n'avait pas du tout volé mais roulé sur le sol, comme à son habitude, en évoluant toutefois dans un silence si complet qu'il en devenait fantomatique, au lieu d'émettre ses cliquetis et grondements bien connus. Ils sortirent du bois et cautèrent le long du jardin. Bobby gara le Tomcat où elle l'avait pris le matin. Gardiner regarda le ciel qui commençait à se couvrir et dit « Tu ferais mieux de le rentrer dans le hangar, Bobby. »« Oh, il ne craint rien, répondit-elle simplement. Elle empocha la clé et se dirigea vers la maison. Gardiner jeta un coup d'œil vers le hangar, commença de suivre Bobby, puis se retourna. Un gros cadenas Krieg fermait la porte du hangar. Encore un changement. On dirait que nous ne sommes pas sortis de la forêt, si je puis me permettre cette plaisanterie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce hangar? Une machine à remonter le temps qui marche sur pile? Qu'est-ce que la nouvelle Bobby améliorée a caché là-dedans? Quand il entra dans la maison, Bobby fourrageait dans le frigo. Elle en sortit 2 bières. « Tu voulais vraiment un café ou tu préfères ça ?» demanda-t-elle. « Et que dirais-tu d'un coca ?» demanda-t-il. « Le Coca-Cola convient mieux aux soucoupes volantes. Je n'en démordrai pas, dit-il avec un rire un peu involontaire. « Oui, bien sûr. Je l'ai fait, hein ?» demanda Bobby, qui interrompit son geste pour remettre les bières au frigo et en extraire 2 boîtes de coke. « Comment ?» demanda-t-il. « Eh bien, je t'ai emmené là-bas, et je te l'ai montré, le vaisseau, non ?»« Seigneur, songea Gardiner, Seigneur Jésus. » Pendant un instant, debout, là, avec ses boîtes à la main, elle ressembla à une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer. Oui, dit Gardiner, qui en avait la chair de poule. Oui, tu me l'as montré. Bien, répondit Roberta d'un air soulagé. Je me disais bien que je l'avais fait. Mais Bobby, ça va? Oui, bien sûr, dit-elle, avant d'ajouter, comme incidemment. C'est seulement que je ne me souviens pas de grand-chose entre le moment où nous avons quitté la maison et maintenant. Mais j'imagine que ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Tiens, voilà ton coke, garde. Buvons à la vie dans d'autres mondes, qu'est-ce que t'en penses? Ils burent donc à d'autres mondes, puis Bobby demanda à Garde ce qu'il devait faire quant à ce vaisseau spatial sur lequel elle avait trébuché dans le bois derrière sa maison. Nous n'allons rien faire, c'est toi qui vas faire quelque chose. Mais je fais déjà quelque chose, Garde, dit-elle doucement. Je sais, répliqua-t-il d'un ton irrité, mais je parle de dispositions définitives. Je serai plus qu'heureux de te donner tous les conseils que tu voudras. Nous, les poètes ivres et brisés, sommes de grands donneurs de conseils. Mais, en fin de compte, c'est toi qui vas faire quelque chose. Quelque chose d'un peu plus important que de seulement le déterrer, parce que c'est à toi, c'est sur tes terres, et c'est à toi. Tu ne penses tout de même pas, s'insurgea Bobby, que cette chose appartient à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que l'oncle Frank m'a légué cette propriété par testament? Parce qu'il avait un titre de propriété sur une parcelle d'un domaine que le roi George III avait pris aux Français, qu'ils l'avaient pris eux-mêmes aux Indiens? Mon Dieu, garde, cette chose date de 50 millions d'années, quand les ancêtres de notre future race humaine étaient accroupis dans leurs cavernes à se curer le nez. Oh, je suis sûr que c'est tout à fait vrai, dit sèchement Gardiner, mais ça ne change pas la loi. Et de toute façon, est-ce que tu vas perdre ton temps à me dire que tu n'as pas de sentiment possessif vis-à-vis d'elle? Bobby eut l'air à la fois ennuyée et pensive. Possessif? Non, je ne dirais pas ça. C'est de la responsabilité que je ressens, pas de la possessivité. Ouais, enfin bon, reprit-il, l'un ou l'autre, mais puisque tu m'as demandé mon opinion, je vais te la donner. Appelle la base de l'armée de l'air à Limeston. Dis à qui te répondra que tu as trouvé sur tes terres un objet non identifié qui ressemble à un engin volant de technique avancée. Il se peut que tu aies du mal au début, mais tu finiras par les convaincre. Et ensuite... Bobby Anderson se mit à rire. Elle rit longtemps et fort. C'était un vrai rire, et il ne recelait rien de méchant, mais il mit Gardiner très mal à l'aise. Elle rit jusqu'à ce que des larmes lui coulent sur le visage. Il se raidit. « Oh, je suis désolé, dit-elle en voyant son expression. C'est seulement que je n'arrive pas à croire que c'est toi qui me dis ça. Tu sais, c'est seulement... » Elle éclata de rire à nouveau. « Enfin, ça m'a fait un choc. C'est comme si un prédicateur baptiste conseillait de boire pour se guérir de la luxure. »« Je ne comprends pas ce que tu veux dire, dit Gardiner. »«
Me si, tu comprends. J'écoute le type qui s'est fait arrêter à Seabrook avec un flingue dans son sac, le type qui pense que le gouvernement ne sera pas content tant que nous ne luirons pas tous dans le noir comme des montres à cadran phosphorescents. Et il me dit tout simplement d'appeler l'armée de l'air pour qu'elle envoie des militaires ramasser un vaisseau interstellaire égaré. Mais c'est ta terre, Bobby. Oh merde, garde. Ma terre est aussi exposée à l'expropriation par le gouvernement des États-Unis que celle de n'importe qui. C'est l'expropriation qui permet de construire les autoroutes et les centrales nucléaires. Bobby s'assit et regarda Gardiner en silence. Réfléchis un peu à ce que tu dis, reprit-elle doucement. 3 jours après que j'aurai passé ce coup de fil, ni la terre ni le vaisseau ne seront plus à moi. 6 jours plus tard, ils auront tout entouré de fils de fer barbelés et posté des sentinelles tous les 20 mètres. 6 semaines plus tard, je pense que 80% de la population de Haven aura été expropriée, éjectée ou aura simplement disparu. Il pourrait le faire, garde, tu sais très bien qu'il le pourrait. Ça revient tout simplement à ça. Est-ce que tu veux que je prenne le téléphone et que j'appelle la police de Dallas? Eh bien, Bobby, fit garde. Oui, oui, ça revient à ça. J'ai trouvé un vaisseau spatial et tu veux que je prévienne la police. Est-ce que tu crois qu'ils vont venir ici et dire Voudriez-vous nous accompagner à Washington, mademoiselle Anderson, s'il vous plaît? Le haut commandement aimerait connaître vos idées à ce sujet, non seulement parce que vous possédiez, le domaine sur lequel l'objet a été trouvé, mais parce que le haut commandement demande toujours leurs avis aux écrivains de western avant de décider que faire de ce genre de choses. Et le président voudrait également que vous passiez à la Maison-Blanche pour que vous lui donniez votre opinion, et il aimerait aussi vous dire combien il a aimé votre dernier livre, Noël en feu. Bobby rejeta la tête en arrière, et cette fois elle eut un rire sauvage, hystérique et assez inquiétant. Gardiner le remarqua à peine. Est-ce qu'il avait vraiment pensé qu'il viendrait ici et se montrerait poli, avec une chose potentiellement aussi énorme que ça sur les bras? Non, certainement pas. Il prendrait la propriété, il les bâillonnerait, Bobby et lui, mais ça risquait même de ne pas suffire pour qu'ils se sentent rassurés. Il était possible qu'il les envoie accroupir dans un lieu à mi-chemin entre le goulag et un club med snobinard. Les paris seraient ouverts, la seule certitude étant qu'ils n'en ressortiraient jamais. Et peut-être que ça non plus ne leur suffirait pas. Parents et amis, ni fleurs ni couronne, s'il vous plaît. Alors, seulement les nouveaux propriétaires pourraient dormir sur leurs 2 oreilles. Après tout, ce n'était pas vraiment un objet d'étude historique, comme un vase étrusque ou des balles miniers exhumées sur le site d'un ancien champ de bataille de la guerre de Sécession. La femme qu'il avait trouvée avait ensuite réussi à tirer de simples piles toute l'énergie nécessaire à sa maison. Et maintenant, il était prêt à croire que si le nouveau levier de vitesse du Tomcat ne marchait pas encore, cela ne saurait tarder. Et qu'est-ce qu'il ferait marcher exactement? Des puces? Des semi-conducteurs? Non, Bobby. C'était elle, l'ingrédient ajouté, la nouvelle Bobby Anderson améliorée, ou peut-être n'importe qui s'approchant de cette chose. Et une trouvaille comme ça, on ne pouvait pas permettre à n'importe quel citoyen ordinaire de s'en emparer, non? Quoi que ce soit, murmura-t-il, ce foutu machin doit être un formidable stimulateur cérébral. Elle t'a transformé en génie. Non, en savant idiot, dit calmement Bobby. Quoi? Oui, en savant idiot. Ils en ont une bonne demi-douzaine à Pinland. C'est l'hôpital pour débiles profonds. J'y ai passé 2 étés pour un programme d'études quand j'étais à l'université. Il y avait un type qui pouvait multiplier de tête 2 nombres de 6 chiffres et donner la réponse en moins de 5 secondes. Et il pouvait tout aussi bien pisser dans son pantalon. Il y avait un typographe hydrocéphale de 12 ans. Il avait la tête aussi grosse qu'une citrouille, mais il pouvait composer 160 mots à la minute, parfaitement justifiés. Il ne savait ni parler, ni lire, ni penser, mais il composait à la vitesse d'un ouragan. Bobby extirpa une cigarette du paquet et l'alluma. Ses yeux, dans son mince visage hagard, fixèrent Gardiner. Oui, c'est exactement ce que je suis, un savant idiot. C'est tout ce que je suis, et ils le savent. Ces bidules pour la machine à écrire, le chauffe-eau, je ne m'en souviens que partiellement. Quand je l'ai fait, tout semble clair comme de l'eau de roche. Mais plus tard... Enfin, est-ce que tu comprends? Demanda-t-elle à Gardiner avec un regard suppliant. Il hocha la tête. Ça vient du vaisseau, comme les émissions de radio viennent d'une tour hertzienne. En d'autres termes, un poste de radio peut capter les émissions et les transmettre à l'oreille humaine, mais le poste de radio lui-même ne parle pas. Le gouvernement serait trop heureux de mettre la main dessus, de m'enfermer quelque part, et puis de me couper en petits morceaux pour voir si j'ai subi des transformations physiques, dès qu'un regrettable accident leur donnera une raison de pratiquer une autopsie, naturellement. Est-ce que tu es certaine de ne pas lire dans mes pensées, Bobby demanda Gardiner.
Non, répondit-elle. Mais crois-tu vraiment qu'ils éprouveraient des scrupules à sacrifier quelques vies pour une pareille trouvaille? Gardiner hocha lentement la tête. Suivre ton conseil reviendrait à ça, dit Roberta. D'abord appeler la police de Dallas, ensuite être mis au trou par la police de Dallas, enfin se faire tuer par la police de Dallas. Garde la regarda, troublé, et dit Ouais, d'accord, je me range à tes arguments, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il faut bien que tu fasses quelque chose, mon Dieu. Ce machin est en train de te tuer. Quoi? Fit-elle. Mais tu as perdu 15 kilos. Pas mal comme début, non? Mais qu'est-ce que. Bobby eut l'air stupéfaite et gênée. Non, garde, c'est impossible. 7 peut-être, mais j'avais mes règles de toute façon et. Allez, va te peser, dit-il. Même avec tes bottes, si l'aiguille dépasse les 45 kilos, je mange la balance. Perds quelques kilos de plus et tu seras malade. Dans l'état où tu es, tu peux faire une arythmie cardiaque et mourir en 2 jours. Oh, écoute, j'avais bien besoin de perdre quelques kilos, et j'étais, ouais, trop occupé pour manger, c'est ce que tu allais dire, hein? Non, pas vraiment comme ça, mais quand je t'ai vu la nuit dernière, tu avais l'air d'un rescapé de la marche de la mort de Bataan. Tu savais qui j'étais, mais c'était tout ce que tu savais. Tu n'es toujours pas redescendu sur Terre. Aujourd'hui, 5 minutes après notre retour de tes fouilles, dont j'admets le caractère stupéfiant, tu me demandes si tu m'y as bien emmené. Bobby ne quittait pas la table des yeux, mais il put voir son expression, figée et renfrognée. Il la toucha doucement. J'essaye seulement de te dire que même si cette chose dans les bois est tout à fait merveilleuse, elle a exercé sur ton corps et ton esprit une action dangereuse pour toi. Bobby s'écarta de lui. Si tu veux dire que je suis folle. Mais non, pour l'amour du ciel, je ne dis pas que tu es folle. Mais tu risques de le devenir si tu ne ralentis pas. Pourrais-tu nier que tu as eu des absences? Est-ce que c'est un interrogatoire demanda-t-elle. Ah, pour une femme qui me demandait un conseil il y a un quart d'heure, tu es un témoin foutrement hostile, répondit-il. Pendant un moment, ils se regardèrent par-dessus la table, l'œil mauvais. C'est Bobby qui céda. Je n'appellerai pas ça des absences. N'essaie pas de rapprocher ce qui t'arrive quand tu bois trop de ce qui m'arrive à moi. C'est pas la même chose. Non. Oh, je ne vais pas me lancer dans une discussion sur le vocabulaire avec toi, Bobby. C'est une façon de détourner la conversation, et tu le sais. Cette chose là dehors est dangereuse, c'est tout ce qui m'importe. Bobby leva les yeux sur lui, son visage était impénétrable. C'est ce que tu penses, dit-elle. Ces mots ne constituaient ni une affirmation, ni une question. Bobby les avait prononcés tout uniment, sans la moindre inflexion. Tu n'as pas fait qu'avoir ou recevoir des idées, dit Gardiner. Tu as été mené. Mené, dit Roberta, sur le même ton neutre. Mené, oui, répéta Gardiner, en se frottant le front. Mené comme un homme méchant et stupide mènerait un cheval jusqu'à ce qu'il tombe, mort, et puis fouetterait la carcasse parce que ce bon Dieu de canasson aurait eu le culot de mourir. Un tel homme serait dangereux pour les chevaux, et quoi qu'il y ait dans ce vaisseau, je crois que c'est dangereux pour Bobby Anderson. Si je n'étais pas arrivé. Bah quoi, si tu n'étais pas arrivé, hein, quoi? Eh bien, je crois que tu y serais encore, travaillant jour et nuit, sans manger, et d'ici la fin de la semaine, tu serais morte. Bon, je ne crois pas, dit froidement Bobby, mais disons que tu as raison. En tout cas, je suis revenu sur Terre maintenant. Non, ce n'est pas vrai, tu ne vas pas bien, dit-il. Son air de mule butée avait reparu sur le visage de Bobby, cet air qui disait que Garde ne proférait que des conneries qu'elle se serait bien passé d'entendre. Écoute, dit Gardiner, je suis d'accord avec toi, au moins sur un point, tout à fait d'accord. Il s'agit de la chose la plus grandiose, la plus importante, la plus stupéfiante qui soit jamais arrivée. Quand ce sera connu, les titres du New York Times le feront ressembler au premier journal à potins venu. Les gens vont carrément changer de religion à cause de ça. Tu te rends compte? Oui, dit-elle. Ce n'est pas un baril de poudre, c'est une bombe atomique. Est-ce que tu te rends compte de ça aussi? Oui. Alors, quitte cette air d'emmerdeuse. Il faut que nous en parlions. Alors parlons-en, nom de Dieu. Ouais, dit-elle en soupirant. D'accord, je suis désolé. Bon, moi j'admets que j'avais tort de vouloir appeler l'armée de l'air. Ils parlèrent ensemble, puis rirent ensemble, et ce fut bon. Souriant toujours, Garde dit Mais il faut faire quelque chose. Oui, entièrement d'accord, dit-elle. Mais Bobby, bon sang, reprit-il, j'ai raté mon examen de chimie dès la première année et je ne suis jamais allé au-delà des livres de physique en bande dessinée pour gosses. Je ne sais pas précisément, mais je suis sûr qu'il faut que ce soit étouffé ou quelque chose comme ça.
Oui, nous avons besoin d'un avis d'expert, dit-elle. Oui, c'est vrai, approuva vigoureusement Gardener, qui n'en attendait pas tant. Un expert. Mais garde, dit Roberta, tous les experts travaillent pour la police de Dallas. Gardener leva les bras de dégoût. Mais maintenant que tu es là, dit-elle, je vais aller bien, je le sais. Non, non, il y a beaucoup plus de chances pour que ça tourne exactement au contraire. Avant longtemps, c'est moi qui aurai des absences. Mais je pense que ça vaut la peine de courir le risque, dit-elle. Ah ouais, tu as déjà pris ta décision, hein, c'est ça? Oui, j'ai décidé ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, c'est de rien dire et continuer à creuser. Je crois qu'une fois que que nous aurons, j'espère, creusé 15 ou 20 centimètres de plus, nous devrions avoir dégagé une voie d'accès. Et si nous pouvons entrer à l'intérieur. Les yeux de Bobby se mirent à briller, et à cette idée Gardener sentit l'excitation naître dans sa propre poitrine. Tous les doutes de la terre ne pourraient retenir cette excitation. Et si nous pouvons entrer, répéta-t-il. Eh bien, si nous pouvons entrer, reprit-elle, nous pourrons atteindre les contrôles. Et si nous pouvons faire ça, je ferai décoller ce foutu truc du sol. Tu crois que tu peux faire ça? Non, je sais que je le peux. Et ensuite? Ensuite, je sais pas, dit Roberta, en haussant les épaules. C'était le meilleur mensonge, et le plus crédible, qu'elle eût proféré jusqu'ici, mais Gardener sentit que c'était un mensonge. Ensuite, il se passera quelque chose, dit-elle, c'est tout ce que je sais. Mais tu as dit que c'était à moi de prendre la décision, dit Gardener. Oui, répondit-elle. Pour ce qui est du monde extérieur, tout ce que je peux faire, c'est continuer à ne rien dire. Si tu décides de parler, que puis-je faire pour t'en empêcher? T'abattre avec le fusil de l'oncle Frank? Je ne pourrai jamais. Peut-être qu'un des personnages des romans le pourrait, mais pas moi. Malheureusement, c'est dans la vie réelle que nous vivons, celle où il n'existe pas de vraie réponse. Je pense que dans cette vie réelle, je me contenterai de te regarder partir. Mais qui que tu appelles, garde, scientifique de l'université d'Orono, biologiste des laboratoires Jennings, physicien du MIT, qui que tu appelles, ce sera toujours comme si tu avais finalement appelé la police de Dallas. Des gens viendront ici avec des camions pleins de fils de fer barbelés et d'hommes armés. Du moins, ajouta-t-elle avec un petit sourire, n'aurais-je pas à aller seul dans ce club med de la police? Ah non. Bah non, tu es dans le coup maintenant. Quand ils m'emmèneront d'ici, tu seras juste à côté de moi, sur le même siège, dit-elle en élargissant son sourire sans y mettre plus d'humour. Bienvenue sur la galère, mon ami. N'es-tu pas heureux d'être venu? Oh, ravi, dit Gardener. Et ils éclatèrent soudain de rire tous les deux. Quand ils cessèrent de rire, Gardener découvrit que dans la cuisine de Bobby, l'atmosphère s'était considérablement allégée. À ton avis, qu'est-ce qui arriverait au vaisseau, demanda Bobby, si la police de Dallas s'en emparait? Moi, je sais pas, as-tu entendu parler du hangar 18 demanda-t-il. Non. Eh bien, on dit que le hangar 18 serait sur une base de l'armée de l'air, non loin de Dayton, ou de Dearborn, ou ailleurs, n'importe où aux États-Unis. C'est là que se trouveraient les corps des 5 petits hommes au visage de poisson avec des branchies sur le cou, les occupants d'une soucoupe volante. Ça fait partie des histoires qu'on entend, comme la rumeur sur le type qui a trouvé une tête de rat dans son hamburger, ou celle sur les alligators dans les égouts de New York. Mais maintenant, je me demande si c'est vraiment une histoire. En tout cas, je crois que ce serait la fin. Et est-ce que je peux te raconter un de ces contes de fées modernes, moi aussi, garde? Oui, assène-le-moi. Est-ce que tu connais celui du type qui a inventé une pilule qui remplace l'essence demanda-t-elle. Le soleil baissait sur l'horizon, dans un flamboiement de rouge, jaune et pourpre. Pour le voir se coucher, Gardener s'assit sur une grosse souche à l'arrière de la maison de Bobby. Ils avaient parlé presque tout l'après-midi, discutant, raisonnant, se disputant parfois. Bobby avait mis fin à la conversation en déclarant une fois de plus qu'elle mourrait de faim. Elle avait préparé une énorme marmite de spaghettis et d'épaisses côtes de porc grillées. Gardener l'avait suivi à la cuisine, désireux de reprendre la conversation. Les pensées roulaient dans sa tête comme les boules sur le feutre vert d'un billard, mais Bobby ne le laissa pas faire. Elle lui proposa un verre que Gardener, après une longue hésitation pensive, finit par accepter. Le whisky descendit sans problème, lui fit du bien, mais Gard ne sembla pas avoir besoin d'en prendre un second. Enfin, pas un besoin irrépressible. Assis là, plein de nourriture et de boissons, regardant le ciel, il se disait maintenant que Bobby avait eu raison. Ils avaient épuisé tous les sujets de discussion constructive. Il était temps de prendre une décision. Bobby avait dévoré un dîner gargantuesque.
« Tu vas dégueuler, Bobby, dit Gardner, qui le pensait vraiment, mais ne pouvait s'empêcher de rire. Moi non, dit-elle d'un ton placide. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Elle rota. Oui, en Chine, c'est un compliment à la cuisinière, dit Garde. Oui, et après avoir bien baisé, Garde leva une jambe et laissa échapper un gaz. Bobby éclata de rire. Ils firent la vaisselle. Tu as encore rien inventé pour régler ça, Bobby? Oh, ça viendra, laisse-moi le temps. Et gagnèrent le petit séjour terne, qui n'avait guère changé depuis l'époque de l'oncle de Bobby, pour regarder les nouvelles du soir. Elles n'étaient pas très bonnes. Le Proche-Orient à nouveau en effervescence, Israël lançant des raids aériens contre les forces syriennes au sol, au Liban, et frappant une école par erreur. Gardner fit la grimace en voyant les enfants brûlés qui pleuraient. Les Russes attaquant une poche de résistance de rebelles afghans, et un coup d'État en Amérique du Sud. À Washington, le comité de réglementation du nucléaire avait publié une liste de 90 centrales atomiques dans 37 États présentant des problèmes de sécurité qualifiés de mineurs ou graves. Mineurs ou graves. Génial, se dit Gardner, qui sentit sa vieille rage impuissante monter et lui tordre la poitrine, le mordant comme un acide. Si Topeka saute, c'est mineur. Si New York saute, c'est grave. Il se rendit compte que Bobby le regardait un peu tristement. « Le spectacle continue, hein » dit-elle. « Oui, répondit-il. Quand les nouvelles furent terminées, Bobby dit à Gardner qu'elle allait se coucher. « À 7h30 ?»« Ouais, je suis encore crevé. » À la voir, on n'en doutait pas. « Bon, d'accord, fit-il. Je ne vais pas tarder à en faire autant, je suis aussi fatigué. On peut dire que ces 2 derniers jours ont été complètement fous, mais je ne suis absolument pas sûr que je vais dormir, vu ce qui se passe dans ma tête. »« Tu veux un Valium ?» demanda-t-elle. J'ai vu que la boîte était toujours là, dit-il en souriant, mais je m'en passerai. C'est toi qui aurais pu en utiliser une poignée ces 2 dernières semaines. Quand Nora avait décidé de ne pas porter plainte contre son mari, les États du Maine avaient imposé à Gardner des soins médicaux. Il dut les subir 6 mois durant. Il lui sembla que de sa vie, il ne pourrait plus se passer de Valium. En fait, il y avait presque 3 ans qu'il n'en avait plus pris, mais de temps à autre, généralement quand il partait en voyage, il faisait renouveler son ordonnance. Il redoutait sinon qu'un ordinateur ne fasse clignoter son nom et qu'un psychologue payé par l'État du Maine ne débarque chez lui pour s'assurer que sa tête restait rétrécie à une taille acceptable. Après que Bobby se fut couché, Gardner éteignit la télévision et resta un moment dans le fauteuil à bascule pour lire Les Soldats des Bisons. Il ne tarda pas à entendre Bobby ronfloter vers le sommeil. Ces ronflements devaient être un élément de la conspiration visant à empêcher Gardner de s'endormir, mais il ne s'en inquiéta pas. Bobby avait toujours ronflé, à cause d'une déviation de la cloison nasale. Autrefois, cela gênait Gardner, mais il avait découvert la nuit précédente qu'il y avait pire. Le silence spectral dans lequel elle était plongée sur le divan, par exemple. C'était bien pire. Gardner passa la tête un moment dans l'entrebâillement de la porte et retrouva Bobby dans une position de sommeil qui lui était beaucoup plus que familière, nu jusqu'à la ceinture, ses petits seins à l'air, les couvertures repoussées et coincées en désordre entre ses jambes, une main repliée sous sa joue, l'autre près de son visage, le pouce presque dans la bouche. Bobby allait bien. Alors Gardner sortit pour prendre une décision. Le petit jardin de Bobby se couvrait d'une végétation plus luxuriante que jamais. Le maïs était plus haut que dans tous les champs que Gardner avait vus depuis Arcadia Beach, et ses plants de tomates gagneraient certainement un ruban bleu au concours agricole. Certains arrivaient à la poitrine de Garde. Au milieu s'épanouissait un carré d'impressionnants tournesols géants, dodelinant de la tête dans la brise. Quand Bobby lui avait demandé s'il avait jamais entendu parler de la pilule à remplacer l'essence, Gardner avait souri et hoché la tête, lui aussi. Encore un conte de fées du XXe siècle. Elle lui avait alors demandé s'il y croyait. Gardner, sans se départir de son sourire, avait dit que non. Bobby lui avait alors rappelé le hangar 18. « Est-ce que tu veux dire que tu crois que cette pilule existe, ou qu'elle a existé ? Un petit truc que tu flanquerais dans le réservoir et qui ferait marcher ta voiture toute la journée ?»« Non, répondit tranquillement Bobby. Je n'ai jamais rien lu qui permette de penser qu'une telle pilule existe. Mais, ajouta-t-elle en se penchant en avant, les avant-bras sur les cuisses, je vais te dire ce que je crois. Si elle existait, elle ne serait pas en vente. Un gros cartel, ou le gouvernement lui-même peut-être, l'achèterait ou la volerait. « Ouais, dit Garde. Il avait souvent réfléchi à l'ironie inhérente au statu quo. Si on ouvrait les frontières des États-Unis, on mettrait tous les douaniers au chômage. Si on légalisait la drogue, on détruirait l'agence de contrôle de la drogue. Autant essayer d'abattre un homme sur la Lune avec un pistolet.
Garde éclata de rire. Bobby le regarda, étonné, souriant un peu. Tu pourrais me faire rire aussi? Oh, je pensais seulement que s'il existait une pilule comme ça, la police de Dallas abattrait le gars qui l'aurait inventé et qu'on le mettrait à côté des petits hommes verts du hangar 18. Ah oui, avec toute sa famille, dit-elle. Garde ne rit pas cette fois. Il ne trouvait plus ça aussi drôle. Vu sous cet éclairage, avait ajouté Bobby, regarde ce que j'ai fait ici. Je ne suis même pas une bonne bricoleuse, et encore moins une scientifique. Alors les forces qui ont travaillé sur moi ont produit un tas de trucs qui ressemblent à des gadgets de Boy's Life, assemblés par un gamin plutôt maladroit. Oui, mais qui marche, dit Garde. Oui, Bobby devait l'admettre, ça marchait. Elle savait même vaguement comment ça marchait, selon un principe qu'on pourrait appeler fusion de molécules effondrées. Ce n'était pas atomique, complètement propre. La machine à écrire télépathique, dit-elle, dépendait d'une fusion de molécules effondrées pour son alimentation en courant, mais son véritable principe de fonctionnement était totalement différent et elle ne le comprenait pas. Il y avait à l'intérieur une source de puissance qui avait commencé sa vie en tant que fer à friser, mais à part ça, Bobby séchait. Tu fais venir une poignée de scientifiques de l'Agence pour la sécurité nationale ou du SHOP, et ils mettront probablement tout à plat en 6 heures, dit-elle. Ils s'agiteront partout comme des types qui viennent de prendre un coup de pied entre les jambes, et ils se demanderont comment ils ont fait pour ne pas découvrir depuis longtemps des notions aussi élémentaires. Et tu sais ce qui arrivera ensuite? Gardiner y avait bien réfléchi, la tête baissée, une main serrée sur une boîte de bière que Bobby lui avait donnée, l'autre soutenant son front. Et soudain il s'était retrouvé à cette terrible réunion mondaine en train d'écouter Ted, l'homme de l'énergie, qui défendait la centrale d'Iroquois alors qu'en ce moment même on y chargeait des barres de commande. Si on donnait à ces cinglés d'antinucléaires ce qu'ils veulent, ils reviendraient dans 1 mois ou 2 pour pleurer qu'ils ne parviennent plus à utiliser leurs sèche-cheveux ou qu'ils ont découvert que leur robot de cuisine ne marchait plus au moment où ils voulaient préparer leur bouillie macrobiotique. Il se vit amenant l'homme de l'énergie vers le buffet d'Arberg. Il le vit aussi clairement que si c'était arrivé. Merde, comme si c'était en train d'arriver. Sur la table, entre les chips et le bol de légumes crus, se trouvait l'un des bidules de Bobby. Les piles étaient reliées à un tableau électrique, à son tour reliées à un interrupteur mural tout à fait courant, de ceux qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie pour $1. Gardiner se vit tourner l'interrupteur, et soudain tout ce qui se trouvait sur la table, les chips, les légumes crus, les crackers et leurs 5 sortes de garnitures, les restes de viande froide et la carcasse du poulet, les cendriers et les verres pleins, s'élevaient à 2 mètres dans les airs et y restaient ainsi suspendus, les ombres formant des motifs très décoratifs sur la nappe. Ted, l'homme de l'énergie, contemplait la scène un moment, légèrement irrité, puis il saisissait le bidule de Bobby. Il arrachait les fils et les piles roulaient sur la table. Et tout retombait à grand bruit, les verres renversés, les cendriers retournés, partout les mégots. Ted retirait sa veste de sport et en couvrait les restes du gadget, comme on couvrirait le cadavre d'un animal tué sur la route. Cela fait, il revenait à son petit auditoire fasciné et reprenait son discours. Ces gens croient qu'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre pour toujours. Ils s'imaginent qu'il y aura toujours une solution de rechange. Et ils ont tort, il n'y a pas de solution de rechange. C'est simple, c'est le nucléaire ou rien. Gardiner s'entendit crier dans un accès de rage, qui, pour une fois, n'avait pas été engendré par plusieurs verres d'alcool. « Et ce que vous venez de casser, hein ?» Ted se baissait et ramassait sa veste d'un geste aussi gracieux que celui d'un prestidigitateur faisant tournoyer sa cape devant le public ébahi. Il n'y avait rien en dessous. Le plancher était jonché que de quelques chips. Pas trace du gadget, pas la moindre trace. « Et qu'est-ce que je viens de casser ?» demandait Ted, l'homme de l'énergie, en regardant Gardiner droit dans les yeux avec une expression de sympathie à laquelle il avait généreusement ajouté une bonne dose de mépris. Il se tournait vers les autres invités. « Est-ce que quelqu'un voit quelque chose ?» « Non, répondait-il à l'unisson, comme des enfants qui récitent leurs leçons. Harberg, Patricia McCardle et tous les autres, même le jeune Barban et Ron Cummings, tous récitaient leurs leçons. « Non, nous ne voyons rien du tout, Ted, pas la moindre chose, vous avez raison. Ted, c'est le nucléaire ou rien. » Ted souriait. « Vous allez voir maintenant qu'il va vous raconter la bonne vieille histoire de la petite pilule qu'on met dans son réservoir à essence et qui fait marcher la voiture toute une journée. » Ted, l'homme de l'énergie, se mettait à rire. Tous les autres se joignaient à lui. Ils se moquaient tous de Gardiner. Gardiner leva la tête et regarda Bobby Anderson avec des yeux suppliants. « Est-ce que tu crois qu'ils classeront ça top secret ?»« Eh oui, et pas toi ?» Au bout d'un moment, d'une voix très douce, Bobby insista. « Garde,
Oui, répondit Garde après un long silence. Oui, et bien sûr qu'il le ferait. Et pendant un instant, il fut sur le point d'éclater en sanglots. Et maintenant, il était assis sur une souche derrière la maison de Bobby, sans se douter le moins du monde qu'un fusil de chasse chargé était braqué sur sa nuque. Il pensait à la vision qu'il venait d'avoir de cette nouvelle version d'une soirée chez Harberg. C'était si terrifiant et si terriblement évident qu'il se dit qu'on lui pardonnerait peut-être d'avoir mis si longtemps à voir et à comprendre. Le problème du vaisseau enterré ne pourrait se régler sur la seule base du bien de Bobby ou celui de Haven. Sans même considérer ce qu'était ce vaisseau, ce qu'il faisait à Bobby ou à quiconque s'approchait de lui, le destin ultime du vaisseau enterré devait être décidé sur la base du bien du monde. Gardner avait siégé dans des dizaines de comités dont les buts allaient du possible au plus fou. Il avait donné plus qu'il ne le pouvait vraiment pour payer des publicités lors de 2 campagnes visant à exiger un référendum sur la fermeture de l'usine du Maine Yankee. Encore étudiant, il avait participé à des marches contre l'engagement militaire américain au Vietnam. Il appartenait à Greenpeace, il soutenait le Naral. Il avait exploré une demi-douzaine de chemins boueux dans son désir d'améliorer le monde, mais ses efforts, bien que nés d'une pensée individuelle, s'étaient toujours exprimés à travers un groupe. Maintenant, à toi de décider, mon vieux garde, tout seul. Il soupira. Ce fut comme un sanglot. Change un peu le monde, petit homme blanc, bien sûr, mais demande-toi d'abord qui veut que le monde change. Ceux qui ont faim, ceux qui sont malades, ceux qui sont à la rue, les parents de ces gosses en Afrique avec leurs gros ventres et leurs yeux mourants, les Noirs d'Afrique du Sud, l'OLP. Est-ce que Ted, l'homme de l'énergie, veut qu'on l'aide à tout changer? Tu parles. Pas Ted, ni le Politburo russe, ni la Knesset, ni le président des États-Unis, ni les grandes firmes d'automobiles, ni Xerox, ni Barry Manilow. Oh non, pas les grosses huiles, pas ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, pas ceux qui conduisent la machine du statu quo. Leur mot d'ordre est « éliminer ces cinglés que je ne saurais voir ». Fut un temps, il n'aurait pas hésité une seconde, et c'était presque hier. Bobby n'aurait pas eu besoin de beaucoup d'arguments pour le convaincre. Ça aurait été lui qui aurait fouetté les chevaux jusqu'à ce que leur cœur éclate. Mais il aurait été attelé avec eux, tirant d'un même mouvement. Voilà qu'on disposait enfin d'une source d'énergie propre, tellement abondante et tellement facile à produire qu'elle pourrait presque être gratuite. En 6 mois, tous les réacteurs nucléaires des États-Unis pourraient être arrêtés, et en un an, tous les réacteurs du monde. De l'énergie à bon marché, des transports à bon marché, des voyages vers d'autres planètes et même vers d'autres systèmes solaires. Après tout, le vaisseau de Bobby n'était pas arrivé à Haven dans le Maine sur un toboggan. En fait, c'était, roulement de tambour, maestro, la réponse à tout. Et y a-t-il des armes sur ce vaisseau? Il allait demander ça à Bobby quand les mots avaient gelé sur ses lèvres. Des armes? Peut-être. Et si Bobby pouvait recevoir assez de cette force résiduelle pour créer une machine à écrire télépathique, ne pourrait-elle pas créer aussi quelque chose qui ressemblerait au pistolet à rayon mortel de Flash Gordon, mais qui marcherait vraiment? Ou bien un désintégrateur, un faisceau porteur, quelque chose qui, au lieu de faire seulement brouroum ou tac, transformerait les gens en tas de cendres fumantes? Possible. Sinon, est-ce que les sciences hypothétiques de Bobby ne pourraient pas adapter des trucs comme le gadget du chauffe-eau ou celui du Tomcat pour en tirer quelque chose qui pourrait faire beaucoup de mal aux gens? Si, évidemment. Après tout, bien avant qu'on ait même conçu les grille-pains, les séchoirs à cheveux et les radiateurs, l'État de New York utilisait l'électricité pour faire frire les meurtriers à Sing Sing. Ce qui effrayait Gardner, c'était surtout que cette idée d'arme inconnue était assez séduisante. Il s'y glissait, probablement un peu d'intérêt personnel. Si on donnait l'ordre de jeter une veste de sport sur tout ce merdier, alors il ne faisait pas de doute que Bobby et lui feraient partie de ce qui devait être couvert. Mais il envisageait d'autres possibilités. L'une, folle mais plutôt attirante, donnait à Bobby la possibilité de botter un certain nombre de culs qui le méritaient bien. L'idée d'envoyer dans la stratosphère quelques joyeuseries comme l'ayatollah Khomeini était tellement délicieuse que Gardner en gloussa presque. Pourquoi attendre que les Israéliens et les Arabes règlent leurs problèmes, et les terroristes de tout poil? Allez, au revoir les amis. Formidable, garde, j'adore. On passera ça à la télévision. Ce sera mieux que 2 flics à Miami. À la place de 2 pourfendeurs de trafiquants de drogue, voici Garde et Bobby parcourant la planète dans leur soucoupe volante. Que quelqu'un me passe le téléphone, il faut que j'appelle la CBS. Oh, t'es pas drôle, se dit Gardner. Qui est-ce que ça fait rire? Est-ce que tu n'es pas en train de parler de ça, Bobby et toi, jouant le justicier solitaire et son copain? Et alors, combien de temps faudrait-il avant que ce choix commence à paraître bon?
Combien de bombes dans des valises? Combien de femmes abattues dans les toilettes d'une ambassade? Combien d'enfants tués? Combien de temps allons-nous tout laisser continuer? Ouais, garde, j'adore. D'accord, vous tous sur la planète Terre, chantez en chœur avec Garde et Bobby. Suivez la balle qui rebondit. Écoute la réponse, écoute mon ami, écoute la réponse dans le vent. Oh, t'es répugnant. Et tu commences à avoir l'air carrément dangereux. Est-ce que tu te souviens comme tu as eu peur quand le flic a trouvé le pistolet dans ton sac? Comme tu as eu peur parce que tu ne te rappelais pas l'y avoir mis. Et ça recommence, mais maintenant il ne s'agit plus d'un gros calibre, d'où Jésus ô combien. Quand il était jeune, il ne se serait jamais posé ces questions, et s'il se les était posées, il les aurait immédiatement écartées. Apparemment, c'était ce qu'avait fait Bobby. C'était elle, finalement, qui avait parlé de l'homme à cheval. Mais qui est cet homme à cheval? Nous, garde, mais je crois que je veux surtout dire toi. Bobby, quand j'avais 25 ans, je brûlais sans cesse. Quand j'en avais 30, je brûlais parfois. Mais l'oxygène doit s'épuiser, parce que maintenant je ne brûle plus que lorsque je suis ivre. J'ai peur de monter sur ce cheval, Bobby. Si l'histoire ne m'a appris qu'une chose, c'est que les chevaux aiment s'emballer. Il bougea sur sa souche, et l'arme pointée sur lui le suivit. Bobby était assise sur un tabouret de la cuisine, faisant pivoter légèrement le canon de son fusil à chaque mouvement de Gardiner. Elle ne saisissait que très peu de ses pensées, et c'était frustrant, irritant, mais elle en captait suffisamment pour savoir que Gardiner n'était pas loin de prendre une décision, et quand il la prendrait, Bobby était sûr qu'elle serait laquelle. Si c'était la mauvaise, elle lui logerait une balle dans la tête et enterrerait son corps dans la terre meuble du jardin. Elle n'envisageait pas cette possibilité de gaieté de cœur, mais s'il le fallait, elle le ferait. Bobby attendait calmement que le moment soit venu, l'esprit attentif aux faibles émissions des pensées de Gardiner, établissant des relations ténues. Mais ce ne serait plus long. En fait, ce qui te fait peur, c'est de te retrouver en position de force pour la première fois de ta vie misérable et déconcertante. Il se redressa, frappé de stupeur. Non, ce n'est pas vrai, ça ne pouvait pas être ça. Oh, mais si, garde. Même quand il s'agit de baseball, tu n'encourages que des équipes qui sont des perdantes notoires. Comme ça, tu n'as jamais à te sentir déprimé si une des équipes prend une déculottée dans la Coupe du Monde. C'est la même chose pour les candidats des causes que tu soutiens. Est-ce que j'ai tort? Parce que si tes idées politiques n'ont jamais l'occasion d'être essayées concrètement, tu n'auras jamais le choc de t'apercevoir que le nouveau chef ne vaut pas mieux que l'ancien, non? Non, je n'ai pas peur. Pas de ça. Tu parles que tu n'as pas peur. Un cavalier, toi? Quelle rigolade! Tu aurais une crise cardiaque si on te demandait de monter sur un tricycle. Ta vie personnelle n'a cessé d'être un effort constant pour détruire toute base de pouvoir dont tu aurais pu disposer. Prenons le mariage, tiens. Nora était solide. Il a fallu finalement que tu tires sur elle pour t'en débarrasser, mais au moment crucial, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout. Tu es de ceux qui saisissent toutes les occasions, il faut le reconnaître. Tu t'es fait renvoyer de ton poste d'enseignant, éliminant ainsi une autre base de puissance. Tu as passé 12 ans à verser assez d'alcool sur la petite étincelle de talent qui t'a été donnée pour l'éteindre. Et maintenant, ça, tu ferais mieux de t'enfuir, garde. Non, c'est pas juste. Vraiment, ce n'est pas juste. Ah oui? N'y a-t-il pas là assez de vérité pour que cela mérite au moins une discussion? Peut-être, peut-être pas. D'une façon ou d'une autre, il découvrit que la décision avait déjà été prise. Il resterait aux côtés de Bobby, du moins pour un temps, il ferait les choses à sa façon. Le ton allègre que Bobby avait pris pour lui assurer que tout marchait comme sur des roulettes ne collait pas vraiment avec son épuisement et sa perte de poids. Ce que le vaisseau enterré pouvait faire à Bobby, il pouvait probablement le lui faire à lui aussi. Ce qui était arrivé, ou n'était pas arrivé, aujourd'hui ne prouvait rien. Il ne pouvait attendre à ce que tous les changements interviennent d'un seul coup. Et pourtant, le vaisseau, et la force quelle qu'elle fût qui en émanait, avaient une formidable capacité à faire le bien. Et bon, que le Topic Knocker aille se faire foutre. Gardiner se leva et regagna la maison. Le soleil était couché et le ciel devenait cendreux. Garde avait le dos raide. Il s'étira, debout sur la pointe des pieds, et grimaça en entendant ses vertèbres craquer. Il contempla, au-delà de sa silhouette sombre et silencieuse du Tomcat, la porte du hangar avec son nouveau cadenas. Il eut envie d'aller regarder à l'intérieur par les interstices des planches qui condamnaient les fenêtres, puis il y renonça. Peut-être avait-il peur qu'un visage blanc ne se dresse comme un diable derrière les vitres sales et ne découvre en un sourire le cercle presque parfait de ses dents fatales de cannibale. « Salut, garde. Est-ce que tu veux rencontrer un vrai Tommy Knockers? Entre donc, nous y sommes toute une bande. » Gardiner frissonna. Il entendait presque les doigts maigres et malfaisants gratter les vitres. Il était arrivé trop de choses aujourd'hui et hier.
Son imagination l'entraînait. Cette nuit, elle allait marcher et parler. Il ne savait pas s'il devait espérer le sommeil ou espérer rester éveillé pour la combattre. Quand il fut rentré, son malaise se dissipa, et avec lui son envie irrésistible d'un verre. Il enleva sa chemise et jeta un coup d'œil dans la chambre de Bobby. Elle était couchée, exactement comme avant, les couvertures coincées entre ses jambes, si affreusement maigres, une main tendue, et elle ronflait. Elle n'a même pas bougé. Bon Dieu, elle doit être épuisée. Il prit une longue douche, sous un jet aussi chaud qu'il put le supporter. Avec le nouveau chauffe-eau de Bobby, cela signifiait tourner à peine le robinet de 5 degrés à l'ouest du froid glacial. Et quand sa peau rougit, il sortit dans une salle de bain aussi embuée que Londres étouffée par un brouillard de la fin de l'ère victorienne. Il se sécha, se brossa les dents avec un doigt. « Il faut que j'aille faire des courses, se dit-il, et alla se coucher. En s'assoupissant, il se prit à repenser à la dernière chose que Bobby avait dite pendant leur discussion. Elle croyait que le vaisseau enterré avait commencé d'affecter certains autres habitants du village. Quand il lui avait demandé des précisions, elle était restée dans le vague avant de changer de sujet. Gardener se disait que tout était possible avec ce truc fou. Bien que la propriété du vieux Frank Garrick fût perdue en pleine cambrousse, elle se trouvait presque exactement au centre géographique de la commune. Il y avait bien un village appelé Haven, mais il était à 8 kilomètres au nord. « On dirait que tu penses qu'il a envoyé du gaz empoisonné, avait-il risqué, tout en espérant ne pas avoir l'air aussi mal à l'aise qu'il l'était vraiment. « Du gaz empoisonné » avait répété Bobby. Elle s'était à nouveau retirée en elle-même, son mince visage fermé et distant. « Non, pas du gaz empoisonné. Appelle ça des vapeurs, si tu veux y mettre un nom. Mais ce serait plutôt des vibrations, comme quand on le touche. » Gardener n'avait rien dit. Il ne voulait pas qu'elle sorte de son état d'inspiration. « Des vapeurs ? Non, pas ça non plus. Mais comme des vapeurs. Si les gens de l'Agence pour la protection de l'environnement venaient avec leurs appareils d'analyse de l'air, je ne crois pas qu'ils trouveraient d'agents polluants. S'il existe un résidu physique réel dans l'air, on n'est qu'à l'état de traces infimes. »« Crois-tu que ce soit possible, Bobby » avait-il demandé doucement. « Oui. Je ne dis pas que je sais ce qui arrive, parce que je ne le sais pas. Je n'ai pas d'informations directes, mais je crois qu'une fine couche de la coque du vaisseau, quand je dis fine, je pense à 1 ou 2 molécules d'épaisseur, pourrait s'oxyder depuis que je l'ai mise à jour et que l'air l'attaque. Ça veut dire que c'est moi qui ai pris la première dose, la plus forte, et qu'ensuite le reste est parti dans le vent, comme des retombées. Les gens du village en recevront l'essentiel, mais l'essentiel signifie vraiment infiniment peu dans le cas présent. » Bobby s'était tourné dans son fauteuil à bascule et avait abaissé sa main droite. C'est un geste que Gardener l'avait souvent vu faire depuis son arrivée, geste inconscient des doigts habitués à trouver la tête poilue de Peter, et son cœur s'était serré pour son ami quand un voile de tristesse était passé sur son visage. Bobby avait reposé sa main sur ses genoux. « Moi, je ne suis pas certaine que c'est ce qui se passe, tu sais. Un certain Peter Straub a écrit un roman, Le Dragon flottant. Tu l'as lu ?» Gardener avait secoué la tête. « Enfin, il y postule quelque chose qui ressemble à ton agent orange de l'espace, ou paraquat des dieux, ou je ne sais quel nom tu as trouvé. » Gardener sourit. « Dans l'histoire, un produit chimique expérimental est diffusé dans l'atmosphère et retombe sur un quartier de banlieue d'une ville du Connecticut. Ce truc, c'est vraiment du poison, une sorte de gaz qui rend fou. Les gens se bagarrent sans raison, un type décide de repeindre toute sa maison, y compris les fenêtres, en rose indien. Une femme court jusqu'à ce qu'elle meure d'une crise cardiaque, etc. Dans un autre roman, Onde cérébrale, de... » Elle fronça les sourcils et sa main droite longea de nouveau le côté du fauteuil avant de remonter. « De Poul Anderson. Anderson comme moi. La Terre passe à travers la queue d'une comète et certaines des retombées rendent les animaux plus intelligents. Le livre commence par la description d'un lapin qui résonne, littéralement, pour arriver à se sortir d'un piège. « Plus intelligent ?» répéta Gardener. « Oui, si tu avais un QI de 120 avant que la Terre ne traverse la queue de la comète, tu te retrouves avec un QI de 180. Tu comprends ? » Une véritable intelligence. Oui. Mais avant, tu avais parlé d'un savant idiot, dit-il. C'est tout l'opposé d'une véritable intelligence, non ? C'est une sorte de boss des maths sans rien autour. Oh, ça n'a pas d'importance, répondit Roberta en écartant cette remarque de la main. Maintenant, allongé dans son lit, en train de s'assoupir, Gardener se le demandait. Cette nuit-là, il fit un rêve. C'était très simple. Il était dans le noir devant le hangar, entre le corps de ferme et le jardin. À sa gauche, la masse sombre du Tomcat. Il se disait exactement ce qu'il s'était dit le soir,
qu'il allait regarder par une fenêtre entre les planches. Et qu'allait-il voir? Mais les Tommy Knockers, bien sûr. Pourtant, il n'avait pas peur. Au lieu de ressentir de la peur, il éprouvait un ravissement, une joie, parce que les Tommy Knockers n'étaient ni des monstres ni des cannibales. Ils étaient comme les lutins serviables dans l'histoire du petit cordonnier. Il allait regarder à travers les vitres sales du hangar comme un enfant ravi, regardant par la fenêtre de sa chambre dans une illustration de la nuit de Noël. Et qui était donc le Père Noël? Le joyeux lutin? Non, un vieux Tommy Knocker en habit rouge. Et il les verrait, riant et bavardant autour d'une longue table, bricolant des générateurs d'électricité et des planches à roulettes de lévitation, des téléviseurs qui montreraient des films par transmission de pensée. Il s'approchait du hangar, et soudain le bâtiment se trouvait éclairé par la même lueur que celle provenant de la machine à écrire modifiée de Bobby. Le hangar avait été transformé en une sorte de lanterne magique, à ceci près qu'il n'en émanait pas une chaude lumière jaune, mais une lueur d'un affreux vert pourri. Elle filtrait entre les planches, elle filtrait à travers les trous laissés par les nœuds, projetant comme des yeux de chat maléfiques sur le sol. Et maintenant, il avait peur, parce qu'aucun étrange petit ami venu de l'espace n'aurait produit cette lumière. Si le cancer avait une couleur, ce serait celle qui dégoulinait de chaque fente ou fissure, de chaque trou, de chaque fenêtre condamnée du hangar de Bobby Anderson. Mais il s'approchait tout de même, parce que dans les rêves, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Il s'approchait, ne voulant plus le voir, pas plus qu'un enfant ne voudrait regarder par la fenêtre de sa chambre le soir de Noël pour voir le Père Noël glissant sur un toit pentu couvert de neige, une tête coupée dans chaque main gantée, le sang dégoulinant des coups en fumant dans le froid. Non, par pitié, non, non. Mais il s'approchait, et quand il arrivait dans la lueur verte, de la musique rock envahissait sa tête en un flot paralysant de violence. C'était George Thorogood et les Destroyers, et Jim savait que quand la guitare distortion de George commencerait à jouer, son crâne vibrerait un moment d'harmonie meurtrière et exploserait tout simplement comme les verres d'eau dans la maison dont il avait un jour parlé à Bobby. Rien de cela n'avait d'importance. Seule la peur avait de l'importance, la peur des Tommy Knockers dans le hangar de Bobby. Il sentait leur présence, il pouvait presque sentir leur odeur, une odeur riche et électrique comme celle de l'ozone et celle du sang. Et les étranges bruits de liquide qui barbotent. Il pouvait les entendre, même avec la musique dans sa tête. C'était comme une vieille machine à laver, sauf que ça ne faisait pas un bruit d'eau, et ce bruit était faux, faux, faux. Alors qu'il se haussait sur la pointe des pieds pour regarder dans le hangar, le visage aussi vert que celui d'un cadavre sorti des sables mouvants, George Thorogood commença à jouer un blues sur sa guitare distortion, et Gardner se mit à hurler de douleur. C'est alors que sa tête explosa, et qu'il se réveilla assis tout droit dans le vieux lit de la chambre d'amis, la poitrine couverte de sueur, les mains tremblantes. Il se rallongea en pensant « Mon Dieu, s'il faut que tu fasses des cauchemars à cause de ça, va donc y jeter un coup d'œil demain, ça te calmera. » Il s'était attendu à faire des cauchemars après avoir pris sa décision. En se recouchant, il se dit que ce n'était que le premier. Mais il ne rêva plus. Enfin, pas cette nuit-là. Le lendemain, il accompagna Bobby sur le champ de fouilles.